Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bruno Barrette en direct de la troisième et dernière journée à Kung Fu. Je suis accompagné de Patrick Legault, un de mes collègues chez Don Techno, et on a la chance d'avoir avec nous Alain. Bonjour Alain, Bonjour. ça va bien? Toujours. Excellent. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peut-être commencer par nous parler un peu de toi, ce que tu fais. Sure. Écoute, j'ai comme tu peux le voir au poil blanc, là, j'ai comme 20 plus années de métier. J'ai fait peut-être, je sais pas, 15, 17 ans de start-up. Ensuite de ça, j'ai commencé à travailler dans la grande entreprise, entre autres chez Page Jaune. OK. Euh, j'ai été chief architect chez Taxelco, Théo Taxi avant qu'il meure. Puis maintenant, je suis à la Banque nationale comme lead de pratique en Software Development Lifecycle. OK. Et je code encore. Ah, ça, c'est quand même génial. C'est vrai que dans des postes comme ça, on doit voir ça moins souvent. On a plus tendance à donner des trucs et non à les appliquer. Ouais, je travaille surtout en accompagnement, en fait. J'ai accepté de prendre le poste en autant que ma job, c'était d'évangéliser par l'exemple. Fait que j'accompagne les équipes. Donc, j'écris encore du code. En fait, tout récemment, là, j'ai écrit un API en Go, puis j'aime ça. OK, cool. Je te laisserai peut-être, Patrick, si tu veux commencer avec la première question. On va rentrer dans le sujet des API, justement. Oui, merci. La première question que j'aurais pour toi, Alain, c'est quand il y a le temps de construire un API, y a-t-il une différence fondamentale entre un API qui sera exposé à l'interne pour l'entreprise ou un API public? En fait, qu'elle soit exposée à l'interne pour l'entreprise ou qu'elle soit exposée publique à l'externe, la distinction est beaucoup plus au niveau de est-ce que c'est un API business ou est-ce que c'est un API technique. Si c'est un API business qui traverse les boundaries du domaine, je m'excuse pour le franglais, là, mais qui traverse la frontière du domaine, donc qui n'est pas réservé à l'usage interne de l'équipe ou du bounded context, comme on dit en domain-driven design, c'est toujours drivé par un contrat. C'est un API qui doit être axé sur des prémices business, donc exposer des entités d'affaires qui font du sens d'un point de vue business. Il faut que les gens de la business s'y retrouvent. Tous les éléments plus techniques doivent être cachés en arrière de ces API business-là, de sorte que on présente une interface, si tu veux, là, pour ceux qui font de la programmation, une interface, c'est un contrat, si tu veux, de service. Ça explique qu'est-ce qu'on va faire sans donner les détails de l'implémentation qui est fait dans les services sous-jacents qui, eux, peuvent évoluer de façon un peu plus hétéroclite puisqu'ils sont cachés en arrière de cette interface-là. OK. Euh, Si on regarde côté tout ce qui est standard REST, comment on peut s'assurer de respecter ces standards-là à l'intérieur d'un API? Y a-tu des outils pour renforcer les pratiques ou y a-tu des trucs à prendre pour ça? Hmm. Oui, il faut lire la spec. Il y a pas de secret là-dedans. Il faut lire la spec. C'est sûr que OpenAPI aide. Puis c'est pas c'est pas parce qu'on a un OpenAPI qui est super clean qu'on est forcément RESTful. Mais l'important, c'est vraiment de respecter la spec puis de comprendre que REST, c'est la représentation ou le transfert d'une représentation de l'état d'une entité. Donc, tant qu'on agit dans ce mindset-là, puis qu'on comprend ces concepts-là, qu'on respecte les verbes HTTP, puis qu'on est très attaché au verbe HTTP, on est capable de pondre assez facilement un API RESTful, mais il n'y a pas de shortcut. Là. Il faut vraiment comprendre l'aspect puis la lire. Peut-être une question sous-jacente que j'aurais à ça d'abord, parce que malgré qu'on lit souvent l'aspect, les détails de ça, je trouve que j'ai jamais eu la vision claire de ça. Post, put, patch. Es-tu capable Ouais, d'essayer de me clarifier ça oui. pour qu'on le comprenne? Ah, j'ai cette question-là. J'ai cette question-là comme à toutes les semaines. Là. Puis c'est vraiment pas compliqué.
La grosse différence entre un put puis un post patch, c'est l'idempotency. Fait que si, vous allez voir sur Wikipédia, là, mais c'est que la même requête, si je la fais 2 fois puis que toutes les conditions sont égales, je vais avoir le même output. Donc, un put, c'est idempotent. Un patch et un post ne le sont pas. Il faut voir le put comme étant un replace et non pas un update. C'est-à-dire que si j'ai un record, par exemple, je ne sais pas moi, une adresse, puis que je fais un put sur l'adresse, puis que je t'envoie juste la rue, ben tout le reste disparaît de mes records parce que put, c'est un replace. Je prends ton objet, je le ramène chez nous, je le modifie, puis je te le renvoie. Fait que si je te renvoie juste le numéro de rue, ça veut dire que tout le reste est disparu. Donc ça, c'est un put. Un post sert à envoyer du contenu, souvent pour créer des assets, mais le post peut avoir des side effects. Un bon exemple de ça, c'est si, par exemple, quand je fais un post, en arrière, ça crée un ID, ben ça a un side effect, puis si je fais le post plusieurs fois avec le même payload, je vais avoir un ID différent à toutes les fois. Donc, par exemple, si on va faire un create avec un put, ben, il faut que ce soit le client qui envoie le ID de l'asset. Fait que la première fois que je fais le put, ça va créer l'asset. La deuxième fois que je fais le put, ça va remplacer l'asset existant, mais le résultat, c'est toujours la même asset avec la même structure qui existe dans ma base de données. Puis patch, ben ça, c'est un update partiel, c'est-à-dire que dans le cas précédent où je parlais de l'adresse où tu veux juste remplacer la rue, ben là, tu vas envoyer juste le nom de rue qui a changé, puis tu vas updater le record. C'est clair? C'est quand même plus clair, c'est plus compréhensible que de le lire, je pense, de l'entendre de vive voix comme ça. Ouais, je comprends. Puis si en même temps, on a un même objet dans le fond qu'on veut poster, ou non, je recommence ma question. Si on a une action, puis on veut poster le data, puis le data est différent. Au niveau, en fait, des objets qu'on reçoit, est-ce qu'on est mieux à avoir des routes différentes? Comment qu'on s'assure finalement que c'est bien clair qu'est-ce qu'on va recevoir versus un objet différent pour le même concern? Ou je suis pas sûr de suivre ta question. Là. On a plusieurs actions de type post, qui reçoivent les mêmes objets. Ou des objets différents même. OK, là. Peu importe, oui, ou des objets différents, mais qui vont agir sur la même entité. Okay? Est-ce qu'on est mieux de séparer les différents contrôleurs ou on devrait juste avoir des routes différentes pour chaque? OK. Ben, normalement, là, si tu penses, j'espère que je comprends ta question, mais tu as une ressource, je ne sais pas moi, genre de type individu, puis tu as plusieurs posts qui peuvent venir modifier l'état de l'individu. C'est à peu près ça que tu me dis? OK. Ben, normalement, tu ne devrais pas. Normalement, ton individu, tu viens chercher, tu sais, c'est un concept de ressource. Donc, tu viens chercher l'individu, tu agis localement, chez vous, dans ton système à toi, tu agis sur le state de l'individu, puis après, tu me repousses l'information sur l'individu en question. Puis moi, tout ce que j'ai, c'est le changement, le state change. OK? J'ai pas une commande qui me demande de faire une action. J'ai l'individu dans l'état A, tu viens le chercher, je te le donne. Puis après ça, j'ai l'individu dans l'état B que tu me retournes. Puis dans mon système à moi, l'individu il est rendu dans l'état B. Fait que ça, c'est le pattern, si tu veux, normal de REST. Maintenant, dans les cas où tu veux faire des RESTful API, mais que tu veux exposer un mode fonctionnel, dans ce cas-là, moi, ce que je recommande, puis là, c'est moi, là, moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser le command pattern. Donc, tu vas, par exemple, m'envoyer un objet de type commande, fait que tu vas faire un post/commands, dans lequel il va y avoir des instructions où je dois faire, où mon système à moi va faire des actions, puis le résultat va être d'altérer plusieurs entités. Fait que ça, c'est comment on expose du fonctionnel au travers de REST avec le command pattern. Donc, les objets commandes sont en écriture seulement, je ne peux pas le lire. Puis, souvent, la réponse est asynchrone. Donc, la commande va te retourner un ID de commande, puis tu vas pouvoir aller chercher un state
de façon asynchrone avec un poll ou whatever, ou tu vas m'envoyer un webhook pour que je puisse te répondre avec le résultat de l'outcome. Généralement, la réponse, c'est une liste d'entités dont le state a été altéré. Mais là, on rentre dans des trucs un peu plus compliqués. Ça veut dire que normalement, on devrait pas, même si, moi je pense à par exemple en .NET, qu'on peut facilement sur nos contrôleurs ajouter on peut modifier la route pour ajouter ce qu'on veut. On devrait pas avoir un contrôleur / un mot / après ça autre chose pour faire des actions différentes. On devrait jamais faire ça. Ben, j'ai vu récemment certains posts dans Google où ils mettent, si je me rappelle bien, c'est point virgule action égale quelque chose. Honnêtement, je l'ai pas exploré, puis j'aime pas ça. Les verbes natifs HTTP devraient faire la job, puis j'aime beaucoup plus utiliser le command pattern quand on veut poser une action. Surtout que souvent, quand on veut poser une action, ben en arrière, ça demande. Tu sais, quand c'est pas juste un state transfer, là, puis que c'est complexe à orchestrer, en arrière, tu vas avoir quelque chose comme un saga pattern qui va kicker in quand la commande existe, puis là, tu as plusieurs opérations à faire de façon asynchrone. C'est souvent transactionnel. Fait que je suis pas sûr que juste un appel HTTP reste de base fait la job là-dessus. Fait que c'est pour ça que perso, là, je préfère le command pattern dans ces cas-là. Mais oui, point virgule, action égale quelque chose, c'est quelque chose que j'ai vu, mais honnêtement, je suis pas un expert sur celui-là. Je peux te laisser y aller avec la prochaine, Patrick, si tu veux. Oui. On a souvent des problèmes, en fait, de versioning, puis ça va arriver souvent, on va déployer une version de notre projet, ça va bien, il y a plusieurs entités externes qui utilisent nos API. Comment on fait pour s'assurer, si on arrive avec une version ultérieure, qu'on va être capable d'autant fournir les anciens contrats qu'on a établis avec les nouveaux? Comment on peut travailler avec du versioning avec les API? Écoute, ben, première version, je devrais versionner l'API avec Semantic Learning, semv.org, je pense, le site web, qui explique bien comment tu versionnes les API. Les API ont une particularité dans le sens où tu peux ne pas être backward compatible, contrairement au code. Fait qu'il faut être prudent. Puis tu sais, il faut juste réfléchir, est-ce que j'ai cassé mon contrat ou pas? Dans le sens où tu peux, par exemple, dans un contrat, avoir un enum. Tu rajoutes une valeur à cet enum-là, tu n'as pas cassé ton contrat. Fait que c'est un minor revision. C'est même pas une patch. Je pense que les patchs ne s'appliquent même pas dans les API, mais tu n'as pas besoin de relisser une nouvelle major version. Mais de la minute que tu casses le contrat, par exemple, si tu renommes un enum, si tu enlèves un élément de l'énumération, puis là, j'utilise les énumérations, mais il y a plein d'autres exemples. Si tu rajoutes une route, c'est pas grave. Si tu en enlèves une, ça casse. Donc, la meilleure façon de gérer ça, c'est toujours en s'assurant qu'on n'a pas cassé le contrat. Puis quand on casse le contrat, là, on change le numéro de version pour le major revision. Mais toujours communiquer avec les clients. Tu sais. Là, je me permets une petite parenthèse personnelle. Là. Si on a fait Contract First, puis qu'on a bien réfléchi à nos entités, puis qu'on expose vraiment bien nos entités d'affaires, puis qu'on a fait notre analyse en profondeur, les chances de casser le contrat sont plutôt faibles. C'est pour ça que c'est vraiment important de faire du Contract First. Puis, idéalement, il faut garder au moins 2 versions en vie quand on casse. Puis s'il vous plaît, mettez pas le numéro de version dans l'URL. S'il vous plaît, utilisez le accept header. Le numéro de version de l'API, ça ne fait pas partie de l'identité de la ressource. Fait que ça ne va pas dans l'URL. OK. Bon à savoir. Oui, effectivement. J'aimerais peut-être ça rebondir sur la parenthèse que tu as fait justement sur le contract first versus code first. Ben, tu sais, peut-être juste commencer par donner une brève définition de c'est quoi la différence entre les deux, puis peut-être après ça nous donner le justificatif de pourquoi contract first. Ah, absolument. Écoute, c'est mon sujet préféré. Là.
Cool. On en a pour une heure. On en a pour une heure. Non, contract first, c'est quand tu définis ton contrat d'API. Là, puis définir le contrat d'API, c'est pas nécessairement écrire le Open API file. C'est vraiment réfléchir où tu t'en vas d'un point de vue business avec ça, ces API-là. Là. Tu sais, dans l'agilité Scrum, il y a les épiques. Les épiques, quand un product owner définit un épique, il doit, dans l'épique, définir c'est quoi les critères de succès. Et non pas les critères d'acceptation. Hein. C'est différent les critères de succès, c'est si jamais je livre mon épique, c'est quoi les bénéfices pour la compagnie. Là. Fait que, genre Microsoft Word, il y a un épique de rajouter un feature, ben le critère de succès, ça va être quelque chose du genre pénétration de 10% dans le marché, là, ou quelque chose comme ça. Là. Quoique ce serait dur avec Word d'augmenter la pénétration du marché, là, mais Plus un ROI. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Puis c'est important ce concept-là, parce que ça permet aux gens de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Là. C'est quoi la valeur d'affaires pour la business de faire ce feature-là. Puis là, ben, ça, c'est contract first, c'est vraiment de se pencher sur le besoin d'affaires, comprendre le besoin d'affaires, articuler les éléments de business, comprendre les entités. Tu sais, on fait du reste, fait que si on fait du reste, il faut comprendre les entités, c'est quoi les state change. C'est là qu'on va approfondir, on va modéliser. Puis j'aime beaucoup utiliser Domain-Driven Design quand je fais ça, surtout quand c'est complexe. Mais on va articuler profondément c'est quoi l'API et où les API. Puis là, on peut même en profiter pour faire un target architecture, pour figurer ça va être quoi notre écosystème technologique d'un point de vue business, right? Le top layer, là, ce qu'on va exposer au monde. Puis ça, en opposition à Code First, où sans réfléchir, tu t'assois à ton ordinateur, puis là, tu tapes du code, puis là, tu génères ton contrat en fonction du code que tu as écrit. Mais le problème avec ça, c'est que ton contrat, il est hyper technique. Les gens d'affaires s'y retrouvent pas parce que ton contrat, il est bindé sur ton code. Au lieu d'avoir le code bindé sur les besoins d'affaires, ton API, c'est à l'envers. C'est bindé sur la solution technique au problème. Alors que normalement, ce que tu dois faire, c'est fais ton contrat, fais ta couche d'API business qui sont normalement juste des proxys puis qu'il n'y a pas grand business logic là-dedans. C'est juste ta couche d'interface. Après ça, code comme un super bon programmeur, tous tes services techniques en arrière de ça. Mais quand tu fais évoluer tes services techniques, tu n'auras pas d'impact sur ton contrat avec le reste du monde. Fait que tu n'auras pas besoin de versionner comme un malade. Fait que c'est ça la différence entre avoir un contract first où tu focuses sur les besoins d'affaires, tu comprends la business. Il faut que tu deviennes un expert là, de ton domaine. Ouais. J'ai été obligé d'assimiler tous les concepts bancaires. Mais c'était important que je le fasse. Oh, ouais. OK. Ben, si on revient justement sur le sujet des versions, logiquement, on devrait tout le temps avoir une version sur nos API, ou y a-t-il des cas que c'est pas nécessaire de mettre du versioning? Ah non, toujours une version. Toujours une version. En fait, c'est un concept même fondamental. Tu dois versionner ton API, tu dois versionner le code qui implémente ton API, puis les versions de ton code vont toujours être en avant de ta version d'API parce que ton code va changer plus souvent que ton API si tu as bien fait la job. Puis les versions d'API, c'est vraiment ça qui permet à tes consommateurs de se retrouver là. Tu sais, quand tu fais le accept header, puis que tu as plusieurs versions, mais tu vas dire, moi j'accepte application/json point virgule v1.1. Fait que là, toi, tu sais que dans ton code, il faut que tu utilises la sérialisation version 1.1. Puis, tu sais, souvent, là, dans le code, là, si je peux me permettre d'être technique un peu, c'est juste de passer d'un mapper à l'autre. C'est de dire, OK, la version 1.1, c'est ce mapper-là. La version 1.2, c'est ce mapper-là. Tu n'as pas besoin de descendre plus bas que ça dans le code pour versionner ton API. Tu as juste besoin de changer le mapper qui est ton Data Transfer Object en bout de ligne. OK. Sinon, est-ce que côté sécurité, parce qu'évidemment, ça prend des API sécurisés, y a-t-il des bonnes pratiques en termes de sécurité, puis sans que ça compromette nécessairement la performance? Bon, je vais te donner ma réponse à moi. OK? Offload,
offload tout ça à ton infrastructure. Bade-toi pas de ça dans ton code. Offload à l'infrastructure. Surtout, tu sais, aujourd'hui, là, je pense qu'il n'y a plus personne qui fait, ou en tout cas, à moins de travailler pour un dinosaure, là. Je suis dans une banque puis on fait du Kubernetes. Fait que si une banque est capable de faire du Kubernetes, tout le monde est capable de le faire. Fait qu'avec le pattern microservice Kubernetes Istio, offload à ton infrastructure. Fait que, tu sais, toutes les concerns de sécurité, par exemple, la validation des jetons, le throttling, le rate limiting, le IP blocking ou le IP white labeling, tous ces éléments-là qui généralement constituent la sécurité, offload ça à ton infrastructure, casse pas les pompons à tes développeurs avec ça. Tes développeurs doivent focuser sur le code. Ça veut pas dire que les développeurs ne contribuent pas à l'infrastructure, ils doivent être conscients, tu sais, dans un DevSecOps, il faut que tu sois capable de comprendre tous ces aspects-là. Ouais. Puis là, ben, il reste juste le petit bout qui reste, ben, c'est la validation des payloads, tu sais, OWASP, entre autres. C'est super important de s'assurer de se protéger contre l'injection d'SQL, de valider les payloads. D'ailleurs, si je peux me permettre une petite parenthèse que vous éditerez si vous ne l'aimez pas, il y a Atlassian. Tu sais, je peux même faire une pause. OK. Il y a Atlassian qui fait une petite librairie que j'aime beaucoup, qui permet de binder, pour ceux qui sont en Java, là, qui permet de binder la validation des payloads sur le contrat. Bref, leur librairie load le fichier YAML, le parse, génère des JSON Schema Validator. Puis là, ben, tout ce que tu as à faire, c'est de donner ton YAML à cette librairie-là. Ça instancie un filter. Fait que quand les payloads rentrent, qui ne se rendent même pas au contrôleur, sont bloqués par cette librairie-là, qui va aussi faire, si on a dans le Swagger, si on a les règles de validation de jetons, ça va le faire aussi. Fait que j'aime beaucoup cette librairie-là pour ça. Intéressant. J'aurais une question, en fait, qui se rattache plus au développement. As-tu des outils ou des astuces qui peuvent nous aider à mettre en place une infrastructure qui permet de tester, en gros, les input-output des API? Juste l'idée de dire, ben, je ne veux pas avoir l'écosystème au complet pour être capable de m'assurer que tout fonctionne bien. Je veux être, de manière micro, être capable de tester, ça marche-tu, ce que je fais? Là? Ouais. Écoute, il n'y a pas de secret, là. Il y a une recette pour ça, puis elle est bien niaiseuse. Là. Fais TDD. Puis si tu ne fais pas TDD ou si un collègue à côté de toi ne fait pas TDD, lève-toi, puis tu peux dire à ton boss que c'est moi qui ai dit de faire ça, là, puis sac une claque en arrière de la tête. TDD, c'est le secret pour être capable de livrer un produit stable en production. Si tu veux être obligé de te lever à 4 heures du matin parce que ça ne marche plus, fais pas TDD, fais-les pas. Mais si tu veux avoir la paix, si tu veux que la mise en production, ce soit un non-event, tu sais que il y a personne qui a remarqué qu'il y a une nouvelle version en production, là, ben, fais TDD. Puis quand tu fais TDD, assure-toi d'avoir des reference datasets. Fait que si c'est la manipulation d'une entité, ben, assure-toi d'avoir les use cases avec les reference datasets. Puis ce qui est cool, quand tu as bien fait ça puis que tu as tes reference datasets, tu peux publier tes reference datasets à ceux qui consomment ton API pour qu'ils puissent eux aussi faire leurs tests puis s'intégrer avec ton API sur des vraies données que tu as utilisées pour faire ton code. Ça, c'est la sagesse. La sagesse qui parle. C'est que tu fais ça en amont, puis comme tu dis, c'est parce que tu es proactif avec ton client ou peu importe qui consomme ton API. Puis même lui pourrait te soulever des problèmes s'il envoie. Oui, ben oui. Puis tu sais, ton PO, celui qui génère tes user stories, il devrait être capable de te les donner, ces reference datasets-là. Là. Tu sais, comme je vais prendre un exemple, parce que je suis dans une banque, là, mais mettons que mon boss, il me dit, écoute, ça me prend un algorithme de validation des numéros d'assurance sociale. Ben moi, je vais dire, écoute, OK, fine, fais-moi une story, puis mets-moi des exemples de numéros d'assurance sociale qui sont bons, des numéros d'assurance sociale qui sont pas bons, puis c'est quoi l'algorithme pour valider un numéro d'assurance sociale. Puis moi, je vais partir avec TDD, puis je vais écrire mes use cases, puis je vais implémenter mon code. À la fin, là, c'est sûr qu'on a quelque chose qui marche parce que, tu sais,
même Uncle Bob, à un moment donné, Uncle Bob qui est Robert Saint-Martin, Mhm. j'ai clean code à côté de moi tout le temps. Il a dit que, puis il a raison, là, il a dit si jamais il arrivait qu'une catastrophe dans Git, puis que tu perdais soit ton code de production, soit tes tests unitaires, t'es mieux de perdre ton code de production puis de garder tes tests unitaires. Parce que tu peux reproduire ton code de production si tu as les tests. Tu peux pas reproduire les tests si tu as le code de production. C'est vrai. C'est vrai. C'est beau. Alors, écoute, c'est les TDD pour moi, là, les développeurs qui font pas TDD, malheureusement, aujourd'hui, là, c'est pas des professionnels, là. C'est des amateurs, à mon humble avis. Ben, c'est vrai que c'est beaucoup plus implémenté dans la culture du développement qu'il y a quelques années. On sent qu'il y a un engouement et qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à faire ça. Ben, c'est parce que les gens comprennent. C'est parce qu'au début, la résistance, c'était que quand tu veux faire un changement, tu es obligé de maintenir les tests et le code. Fait que ça t'as l'impression que c'est plus long. Ouais. OK? Fait que t'as l'impression que tu vas plus vite au début, que ta vélocité est beaucoup plus grande si tu fais pas tes tests. Puis là, après ça, quand tu viens pour faire tes tests, tu couvres pas toutes les use cases. Parce que tu en as oublié. Tu as oublié des permutations. Tu as du code mort. Parce que, tu sais, si tu fais TDD, tu n'as pas de code mort. Parce que le code, il existe juste parce que il est là pour faire marcher un test. Fait que tu n'anticipes pas, tu vas pas plus loin. Puis quand tu fais TDD, l'étape de refactoring, il ne faut pas l'oublier, est super important. Oui. Ouais, même si je peux me permettre, le temps qu'on peut passer aussi à écrire les tests, c'est du temps qu'on va sauver en post-production et c'est même décuplé là, parfois. Là. Oui, puis c'est démontré mathématiquement. Là. Plus la découverte du bug est loin du moment où le bug est apparu dans le code, fait que plus c'est long, plus ça coûte cher régler le problème. Tu as un paquet d'étapes. Tu sais, si tu ne fais pas de TDD, ben normalement, tu as un paquet de monde de QA qui vont faire des tests, right? C'est pas simple de faire des TDD, ben, généralement, test automatisé. Tes testeurs, ils font encore du point and click. Puis ils ont une feuille avec des checkbox. Là. Tu sais, dans les années 90, là, une feuille avec des checkbox, ok, c'est bon. Je l'ai vécu dans les années 2000 aussi. Ben, eux, là, ils vont devoir remplir un issue Jira. Puis là, le Jira va se ramasser dans le cours d'un développeur. C'est pas nécessairement lui qui a écrit ce bout de code-là. Fait que là, il va falloir qu'il trouve le bug. Puis il va falloir qu'il le règle. Alors que si tu fais TDD, le bug n'a jamais existé. Voilà. Ouais, je pourrais difficilement ajouter quelque chose là-dessus. Je pourrais faire une session juste sur TDD, puis les bénéfices business, là. Attends, on peut mettre de l'argent là-dessus, là. Oui, ben oui. Combien d'argent? Tu sais, puis si t'es développeur, puis ton boss te dit non, on n'a pas le temps, fais les maths, puis démontre à ton patron factuellement, financièrement, qu'est-ce que ça lui coûte de t'empêcher de faire des tests avant d'écrire le code. Si t'es capable d'y montrer ça en signe de pièce à ton boss, là, garanti. Il va faire les garanti. Absolument. Absolument. C'est pas aux gens d'affaires de comprendre la technologie, quoi que ça aide, là, mais même que des fois ça nuit. C'est beaucoup plus aux gens techniques de faire comprendre aux gens d'affaires c'est quoi les enjeux. Tu sais, le meilleur exemple que j'ai pu donner à un de mes boss à un moment donné, je dis, si tu me dis de pas faire mes tests, là, c'est comme si je suis plombier, là, je viens, je pose tous les tuyaux, je les soude, puis je mets pas de pression, puis je m'en vais, puis tu fermes les murs. Quelle belle... L'image est bonne. L'image est vraiment très bonne. Il a catché. Il a catché. Ouais, ben effectivement que, moi je serais pas à l'aise, tu sais. Plombier qui vient puis qui me dit je vais faire ça comme ça, ben je m'en prendre un autre. Voilà. Tu veux qu'il mette la pression, puis tu veux qu'il s'assure que l'eau fuit pas de nulle part. Ouais. C'est ce genre d'analogie-là qui va convaincre ton boss. Ah, OK, c'est ça que ça veut dire. Ouais, OK. Ouais, tout à fait d'accord. Donc, je sais pas si Patrick, tu avais des dernières questions. J'ai peut-être une petite question au bonus, étant donné qu'on ne l'a pas effleuré. Si j'ai une grande audience, en fait, qui risque de consommer mon API, est-ce que
il y a des choses que je peux mettre en place ou que je dois penser, point de vue performance, comment je peux monter un setup pour m'assurer d'avoir la performance brute, non? Ouais. Avant d'utiliser une librairie ou une dépendance, pense-y à 10 fois. On a tous comme développeurs le réflexe de répéter la même recette over and over and over and over and over. Maintenant, là, avec les microservices, là, tu sais, le scope d'un microservice, là, c'est pas énorme, là, c'est pas huge. Fait qu'on a-tu vraiment un gain significatif de temps à utiliser le gros framework? Si tu offload à ton infrastructure tout ce qui est boilerplate, là, tu sais, au lieu d'introduire un logger dans ton système, puis de le configurer pour pousser tes logs sur Kafka, puis là, c'est comme écrit sur Steadout. Fais juste écrire sur Steadout, configure ton pod pour pousser dans ton favorite logger. Si tu offload comme ça à peu près toutes les cochonneries, par exemple, au lieu d'avoir un fichier de config, puis de parser ton fichier de config, puis whatever, mets-les dans un config map, injecte-les sous forme de variable d'environnement dans ton pod. Fait que là, oups, toutes les dépendances sur les cossins qui loadent les configs, puis qui lisent les configs, puis qui s'adaptent selon l'environnement, oups, ils viennent de disparaître. C'est injecté dans le pod. Fait que tout ce que tu peux éliminer de ça, tu vas diminuer la dépendance sur un paquet d'affaires. Tu sais, j'ai produit il n'y a pas longtemps, j'ai fait un API là, avec Undertow en Java, avec Undertow puis Jackson. C'était mes deux dépendances. Ben, JUnit évidemment, là, mais Undertow puis Jackson. C'est tout ce que j'avais comme dépendance. That's it, that's all. Undertow pour être le serveur, puis Jackson pour parser le JSON qui rentrait. C'était pas un immense API, c'était pas, mais c'est mes deux dépendances. Fait que le même service avec Spring Framework, puis j'aime beaucoup Spring Framework, là, don't get me wrong, ça marche, là, mais le même service avec Spring Framework, temps de démarrage, 3.2 secondes. Undertow, Jackson, 300 millisecondes. Quand tu scales, right? Quand tu as l'auto-scaling d'enabler dans Kubernetes, le temps de démarrage du pod, là, il est super important. Là. Fait que de minimiser les dépendances, là, ça aide énormément à streamliner. Puis de bien découper son code, faire de la conversion, faire du mapping entre les différentes, ça aide aussi énormément à avoir un bon separation of concern sur les couches. Fait que ça permet à ton code d'évoluer indépendamment des impacts qui viennent soit d'en bas ou qui viennent d'en haut. Là. Fait que c'est les deux concepts, là, mais vraiment réfléchir quand tu introduis une dépendance, j'en ai-tu vraiment de besoin? Puis c'est-tu quelque chose que je peux faire dans l'infrastructure au lieu de le faire dans le code? Avoir une approche un peu plus puriste, quoi. Ouais, puis Golang. Plus j'en fais, plus j'aime ça. C'est sûr que pour les développeurs un peu plus juniors, la notion de pass by value au lieu de pass by reference, là, ça peut être un peu weird au début, là, mais pour ceux qui ont fait du C et qui connaissent les pointeurs, je vous rassure, il n'y a pas de malloc, par exemple. Ah, ben, ça va être à checker, ça. Non, Golang, là, tu sais, j'ai vécu les modes, là, tu sais, ça fait des années que je fais ça. J'ai fait des CGI bin en Perl. Oh, OK. On recule un peu. J'en ai fait, là, j'en ai fait. J'ai fait du CGI bin, j'ai fait du ASP avant .NET, là, en JScript. Là, puis j'ai fait bien du Java pendant bien des années. J'ai connu tous les frameworks d'Apache là, pour faire du MVC, etc. J'ai même, au malheur, fait du J2EE avec les stateless puis les stateful bins. Là, mais au travers de tout ça, tu sais, Ruby on Rails, ça a fait. Node.js, je pense que ça va faire aussi.
Parce que les gens sont en train de réaliser que non, tu n'as pas besoin de compiler, mais tu es obligé d'écrire comme 4 fois plus de tests parce que justement, tu n'as pas de compilateur, puis que l'ordre dans lequel les variables rentrent dans les fonctions, tu n'as pas de garantie. Le nom des variables, tu n'es pas sûr. Pis ça. Fait que le nombre de tests que tu es obligé de faire en Node.js pour garantir que ça tient la route, offset by far le temps que tu sauves parce que tu n'as pas de compilateur. Golang, je pense qu'il y a quelque chose. Là. Je pense que c'est un des premiers contenders qui a des chances de rentrer dans le corps de Java. Là. C'est la première fois là, que je mets les deux mains sur une technologie et que je fais « Ah, celle-là, il est cool. » On tient quelque chose. OK. Non, c'est vraiment... Écoute, c'est super efficace. J'aime beaucoup les channels. Ça enlève bien de la confusion parce que le multithreading en Java, les gens sont, à moins d'être un expert, là, puis de vraiment comprendre c'est quoi les tu sais, il faut quasiment avoir, comprendre au niveau hardware comment ça marche la cache dans les CPU quand tu fais du multithreading en Java, là. OK. Non, mais tu sais pas trop ce que ça veut dire volatile versus synchronize. Puis là, c'est quoi l'impact de volatile versus l'impact de synchronize. Puis justement, si vous avez une chance de jaser avec Henri Tremblay, là, c'est un expert là-dedans. Il est super bon. Puis il a donné d'ailleurs une session ce matin. Mais à moins d'avoir cette deep knowledge-là du multithreading en Java, l'alternative Go avec les channels, ça simplifie énormément la vie. Là. C'est très cool. OK. Puis dans les API du multithreading, tu sais, quand tu es obligé de faner out puis d'aller faire 8 requêtes HTTP pour satisfaire une rentrée, là, c'est pratique d'être capable de faire du multithreading dans ce cas-là. Excellent. Ben donc, ça conclut les questions qu'on avait. Alain, un gros merci. C'était vraiment très intéressant. Autant la partie API qui était le sujet principal que les petites tangentes qu'on a pris à gauche, à droite en cours de route. Toujours le fun de parler de TDD. Ouais, Ah, écoute, TDD, si les gens retiennent juste que faire TDD, ça va leur sauver la vie, puis que juste ça vaut, ça vaut de l'or. Ouais, effectivement. Hey, merci les gars. C'était le fun. Toi aussi. Faites attention à vous autres. Bye.